Ça va? Ça va? Bien et toi? Est-ce que tu peux commencer par me décrire ton look? Je dirais un look Balmain, épaulettes. Je dirais, voilà, tissu noir, col satin, des boutons, un beau pantalon. Tu es une des plus grandes stars de la mode dans le monde. Depuis 14 ans, directeur de la maison Balmain. Tu as habillé Angelina Jolie, Ariana Grande, Conan Gray, Beyoncé, Damiano, Aya Nakamura, Kate Blanchett, Elle Fanning, Emily Blunt, Esther Esposito, Jodie Smith, Kim Kardashian, Margot Robbie, Lena Mafouf, Michelle Obama, Neymar, Scarlett Johansson, Taylor Swift, Tyla, Usher, Isolde, Zendaya, Jennifer Lopez et Kate Middleton. Pas mal, non? Qui est-ce que tu n'as pas habillé? Que tu rêves d'habiller? Je dirais en deux temps. Ceux qui sont malheureusement partis. Genre, j'aurais rêvé d'habiller Marilyn Monroe. Et qui je n'ai pas encore habillé, que j'adorerais habiller? Barack Obama. J'ai habillé Michelle Obama, mais j'ai jamais habillé Barack Obama. Comment tu l'habillerais, Barack Obama? Une veste double boutonnage marine avec des boutons or. Il y a Michelle Obama, justement, qui t'a félicité lors d'un dîner de gala à New York en mai 2023. Thank you, Olivier. We're so grateful for the extraordinary selfless work that you do. And now we have a special message for you. Good evening, everyone. I am so excited to join you in celebrating Olivier Rousteing. What makes Olivier so iconic, what makes his time at Balmain so historic, is not just the fact he's a Black person leading a Paris fashion house, or that he took on the role at the age of 25. It's the way he has continued to commit himself to bringing others into the fold, demanding diversity, demanding creativity, and changing the way the world approaches fashion. Olivier, I am so proud of you. Congratulations on this incredible honor, and I can't wait to see what you do next. Wow. Ça me touche à chaque fois que je le vois, cette vidéo. Je vois, t'as les larmes qui montent. Ouais. Bah, ça me touche parce que c'est plus qu'un rêve de designer. C'est un rêve de quelqu'un qui s'est battu toute sa vie pour changer en fait les règles, pour changer un peu le monde, pour donner un futur meilleur pour les nouvelles générations. Tu te l'es pris dans la tête, le monde que t'as affronté? Ouais. C'est un monde dur, en fait. C'est un monde assez cruel. Mais en même temps, c'est un monde plein de bonheur. Et il faut savoir juste se battre et jamais abandonner. On va raconter ton histoire qui est passionnante. Mais d'abord, sur ce métier de créateur, tu dis qu'il y a 3 types de créateurs. Tu dis qu'il y a celui qui crée pour son fantasme sexuel ou pour son amoureux, celui qui crée son propre vestiaire et celui qui imagine une meilleure version de lui-même. T'es quoi? Pour une meilleure version de soi-même. Ouais. C'est complètement ça. En fait, quand je dessine et quand je crée, c'est plus, je suis dans un monde un peu parallèle où je crée en fait en me disant, en imaginant des princes et des princesses, en imaginant des super-héros, héroïnes ou héros, des gens qui se battent, des gens qui ont des armures très glamour, comme vous pouvez voir maintenant. Il y a... je dirais des armures glamour, très couture, un savoir-faire à la parisienne. Et puis aussi une façon de vouloir s'affirmer, de ne pas avoir peur du regard des autres. Tu l'as subi beaucoup, le regard des autres? Pas mal, ouais. Ouais. C'est quoi la première fois où tu en as eu conscience dans ta vie? Je pense que la première fois j'en ai eu conscience, c'est quand j'étais... on m'a appelé bâtard quand j'étais au collège, j'avais 11 ans. Parce qu'en fait, je suis adopté, mes parents sont blancs. Et en fait, tu sais, en fait, tu te rends pas compte que tu es adopté parce que tu te dis être l'enfant de quelqu'un, c'est juste... Quand tes parents t'aiment, tu cherches pas à te dire tu sors d'un ventre de quelqu'un, tu vois, d'une femme. Et en fait, ma mère m'a toujours expliqué que j'étais adopté, mais je me suis jamais dit je suis pas ton enfant, en fait. Oui, je suis pas ton enfant biologique, je suis ton enfant adoptif, mais ça veut pas dire que je suis pas ton enfant, en fait, tout court. Et c'est le regard des autres qui m'ont dit mais tu te rends compte, tes parents sont blancs et toi t'es noir, donc toi t'es un bâtard. Et en fait, je pense que c'est là où j'ai compris que le regard des autres allait changer ma vision des choses ou essaierait de changer la vision des choses. Il y a eu un documentaire bouleversant d'Anissa Bonnefond qui s'appelle Wonder Boy, où tu racontes cette histoire, où tu vas à la recherche de ses origines,
Là, tu dis, plus je sais où je vais, plus j'ai besoin de savoir d'où je viens. T'es né sous X, d'une mère somalienne qui n'avait que 15 ans. T'as été touché de découvrir l'écriture enfantine de ta mère sur le dossier de la DAS, une séquence bouleversante. Et tu dis, je suis sûrement le résultat d'un viol, donc mon père biologique n'est pas une personne à rencontrer. Comment, après ce film, après ce que tu as réussi à dire, comment on se sent et qu'est-ce que ça vient guérir, qu'est-ce que ça vient réparer, ou est-ce que c'est des choses qui sont irréparables? Je pense que c'est... Waouh. Je pense que tout est réparable. Je pense que je ne m'attendais pas à découvrir ça, en fait. Je m'attendais à être... Moi, je suis un grand rêveur. Donc, je m'attendais à ce que, tu vois, mes parents, ça soit un prince et une princesse qui ne pouvaient pas se rencontrer. J'avoue que, voilà, je suis toujours resté dans le rêve. Je ne me suis jamais posé la question... Du moins, je ne me suis jamais attendu à cette réponse. Quand j'ai découvert cette réponse, ça a été dur parce que je voulais les aimer. En fait, je me suis rendu compte que je vais juste l'aimer à elle. Je sais pas, ça reste une énigme, un point d'interrogation dans ma vie. Est-ce que ça a changé la vision de ma vie et des choses? Oui, certainement, parce que tu fais de ta faiblesse une force. Et c'est comme ça que j'ai toujours appris à être. J'ai fait ce documentaire vraiment parce que je voulais aussi donner un message d'espoir pour les autres générations et me dire, voilà, comme tu dis, l'important, c'est pas d'où tu viens, c'est choisir où tu vas. Et ça, c'était vraiment le message final. Parfois, les gens me disaient, alors, t'es content, t'as les réponses. Et j'avais envie de dire, mais l'humain a toujours besoin de dire, ah, t'es content parce que t'as des réponses. Personne ne se pose la question de quel est le niveau de réponse et quelle est l'intensité des réponses. Quand j'ai appris ça, c'était dur, c'était face aux caméras. Mais il y avait beaucoup de bienveillance. Et puis, c'était aussi un message d'espoir et puis un message aussi à ma mère biologique pour lui dire, ben, regarde-moi, accepte-moi, en fait. Et j'ai aussi l'impression que c'était un message adressé à ton métier. Tu t'es construit une armure. Tu étais quelqu'un de très tout droit. Moi, je te voyais tout droit. J'ai un souvenir de toi. Une fois, j'ai eu un coup de folie dans ma vie. Je me suis inscrit à une salle de sport pour voir ce que ça faisait. Et j'arrive à 7 h du matin. Et j'arrivais en me disant, je vais être le plus vaillant. Toi, tu terminais ta séance. Et tu étais tout droit sur le tapis. Tu courais à fond. Clac, des chèques, des trucs. Tu calculais personne. Je me suis dit, ce gars, c'est un cyborg. Et j'ai l'impression que c'est tellement dur ce que tu as affronté. Il y avait tellement pas de gens comme toi. Tu étais tellement un ovni. Il fallait tellement que tu travailles 10 fois plus que les autres qu'à un moment, cette armure-là, il fallait que tu la brises et que tu montres que tu étais un humain. Ouais. Je pense que tu as raison. Je me suis créé une carapace et une armure de protection. Tu sais, j'ai commencé, j'avais 24 ans, en fait. J'étais un gamin. Et donc, j'avais peur du regard des autres, peur que ma carrière s'arrête après une collection. Parce que, tu vois, à l'époque, tu vois, un designer black qui a 24 ans, pas connu, tu vois, c'était compliqué pour moi de me dire, est-ce que je vais percer? Est-ce que la mode, qui est une mode qui sont des gens dans l'élitisme, vont m'accepter? Donc, ouais, je me suis créé une armure. Et depuis ce jour-là, en fait, depuis mes 24 ans, j'ai vraiment eu besoin de me protéger, de faire en sorte qu'on ne me blesse pas, en fait, et qu'on me fasse pas tomber. Et en fait, Wonderboy, c'était vraiment le moment de dire aux gens, ben, en fait, j'ai pas envie de me perdre dans cette armure parce qu'il y a beaucoup de designers, de directeurs artistiques qui sont très seuls et qui, en fait, finissent en burn-out. Et moi, je m'étais dit, la seule façon pour reconnecter avec les gens, avec ma vie, c'est aussi de dire aux gens, je suis un humain. Après, tu parles d'être un ovni, d'une sensation d'être ovni. Et ce que j'ai toujours ressenti dans ma vie, c'est d'être un peu à part et d'être un ovni. Et je me suis toujours dit, il faut que l'humain accepte la différence. Si on n'accepte pas la différence, on ne pourra pas avancer tous ensemble. Il y a aussi un truc très intéressant, c'est ton rapport à la réalité, qui a décuplé chez toi une capacité à rêver hors norme. Ouais. De pouvoir... Enfin, moi, c'est ce que j'admire chez toi, envoyer tellement de collections, tellement de créativité, tellement d'innovation. C'est-à-dire qu'on a un cerveau qui s'est créé dans le rêve, quoi. Ouais. Et je pense juste à l'ado qui était dans sa chambre, qui écoutait ça. Et qui se retrouve à habiller Beyoncé. Ouais. C'est un truc de fou, non? Tu sais,
J'ai beaucoup appris d'elle, je dois dire. Dans sa ténacité, dans sa force, dans la persévérance, dans la résilience. Les gens voient juste le côté glamour et tous les vêtements que j'ai pu lui créer, mais j'ai beaucoup appris de la personnalité qu'elle avait. Donc ça m'a beaucoup aidé aussi dans ma carrière. Mais ouais, c'est assez fou. Tu vois, j'étais, je pense, 14 ans ou 13 ans et j'écoutais cette chanson à Bordeaux, dans une chambre de 3 mètres carrés. Et je me retrouve avec elle, je sais pas, c'était à Coachella. C'est trop drôle, j'étais avec elle et je crois que c'était, je sais plus quand c'était, et on faisait les répétitions. Elle était juste à côté de moi, elle chantait, puis d'un seul coup, je reçois un numéro français sur mon portable. En fait, c'est ma grand-mère qui dit « T'as oublié d'appeler papy pour son anniversaire ?» Et je lui dis « Ouais, mais là, je suis au travail. » Elle me dit « Mais j'en ai rien à faire. Mais qui c'est qui parle à côté ?» C'était Beyoncé qui chantait. Et je dis « Mais mamie, c'est Beyoncé. » « C'est qui, Beyoncé ?» Et tu vois, tu te dis « Mais bon. » Et c'est ça que j'aime, c'est qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité. Il y a un conseil que Beyoncé t'a donné qui t'accompagne souvent? Quand on était à Coachella, elle avait dit quelque chose de très important, c'était n'oublie jamais que même quand les gens pensent que tu es un super-héros, reste humain et fais-leur comprendre. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à on a toujours un filtre, on a toujours un écran entre les gens et nous, donc en fait les gens ne se rendent pas compte de tout ce qu'on peut vivre, donc c'est important de leur rappeler aussi qu'on n'est pas des super-héros. Toi, t'as cru un moment que t'étais un super-héros? Ouais. Ouais. Ça a été quoi ton plus grand pétage de plomb? Où tu t'es dit Quand là... j'ai été brûlé. Ouais. T'as eu un accident chez toi, Ouais. ta cheminée Ouais. qui a explosé, Ouais. et t'as été un grand brûlé. J'étais un grand brûlé, ouais. J'étais un grand brûlé sur tout mon corps, visage, le torse, les jambes, les mains. Ouais, j'étais un grand brûlé. Je suis parti à Saint-Louis pendant quelques semaines. J'ai eu un docteur incroyable. Je pense que pour soigner des grands brûlés, tu dois être un docteur évidemment incroyable, mais aussi un très grand psychologue. Et à un moment donné, il me voit pleurer et il me dit « Mais pourquoi tu pleures? Pourquoi vous pleurez ?» Je lui dis « Parce que j'ai toujours l'impression d'être un super-héros. » Et il me répond « Il n'y a pas de super-héros sans cicatrices. » Et il me dit « Tu vas te rendre compte un jour, tu vas te réveiller, tu vas aimer tes cicatrices. Parce qu'elles font ce que tu es. » Et je pense que c'est ce jour-là où, finalement, j'ai aussi réappris à vivre. Est-ce que t'as même tout simplement pas commencé à vivre? Je t'ai jamais vu aussi heureux, aussi déterminé. Et c'est la même détermination qu'avant, sauf que là, c'est une énergie extrêmement positive. Je pense que l'énergie que j'ai, c'est que j'ai appris à m'aimer plus, indépendamment du regard des autres. Parce que tu sais, quand tu arrives à avoir un accident qui était... On parle beaucoup de l'aspect esthétique, mais c'est un accident qui était à la fois... ma vie était en danger. Enfin, j'aurais pu mourir, en fait, dans cet accident. Et tu sais, quand tu es face à ce genre de problème, je pense que tu t'apprécies la vie d'une autre manière et tu relativises aussi beaucoup. Et je suis évidemment face à la critique constamment, comme toi, comme nous tous. Tu en fais un faux pas, les gens nous disent... Mais en fait, j'ai aussi appris à m'aimer, encore plus qu'avant avec mes imperfections, et en même temps, à ce que le regard des autres soit beaucoup moins important, parce que la vie est trop courte pour que je prenne du temps à répondre à la critique. Et je dis toujours une phrase qui est en anglais, je l'ai dit en anglais, je vais essayer de la traduire en français, mais je ne vais pas faire mon Jean-Claude Van Damme, mais c'est « I would rather to be hated for who I am than being loved for who I'm not ». Je préfère être détesté pour qui je suis qu'être aimé pour ce que je ne suis pas. Et je pense que c'est mon mantra maintenant, c'est de me dire, je me réveille tous les matins en me disant, les gens me critiquent tout le temps. Je veux dire, j'ai toujours été critiqué depuis que je suis gamin jusqu'à maintenant. Mais j'ai envie de leur dire que quand quelqu'un critique la différence, c'est quelqu'un qui ne s'aime pas lui-même. Et ça, je l'ai aussi appris avec le temps. Et ce qui est intéressant, c'est quand tu parles des gens qui t'ont parlé de ton accident et qu'il y a tout de suite le facteur esthétique, alors qu'on parle de quelque chose où tu aurais peut-être même pas pu être devant moi maintenant. C'est ça. Tu es quand même dans un milieu où l'esthétique, ça prend tout. C'était très, très dur parce que ce qui s'est passé, c'était pendant le Covid. Donc, j'ai eu la chance d'être assez caché. J'ai une équipe chez Balmain, donc mes attachés de presse, tous mes amis, toutes les personnes qui travaillent avec moi qui savaient ce qui m'est arrivé. Mais vu qu'on était pendant le Covid, on n'avait plus de défilés, on n'avait plus d'interviews, c'était que par Zoom. Donc j'étais en mode col roulé, je me cachais derrière des écharpes. Voilà, donc en fait, personne ne s'est rendu compte. Je portais des gants. Donc en fait, c'est vrai que c'était un moment où j'ai eu la chance de pouvoir me cacher, de guérir avec le temps et sans le regard des autres.
Et après, au bout d'1 an, je l'ai dit, voilà, j'ai célébré ce fameux anniversaire en disant, mais voilà, je vous raconte ce qui m'est arrivé. Mais la mode est cruelle parce que la mode est prône la perfection constante. Et après, on se pose la question, mais qu'est-ce qui est parfait, en fait? Quelle est la définition de la perfection, si Mais même la beauté, c'est quoi pour toi la beauté? Je pense que c'est la confiance en soi. Pour moi, c'est accepter la différence. Et la beauté de quelqu'un, pour moi, c'est pas quelqu'un qui répond à un cliché, c'est quelqu'un qui est juste soi-même, en fait. Je trouve la beauté dans l'attitude, dans la confiance, dans... Voilà, comme tu dis, quand j'ai commencé Balmain, tu vois, il n'y a pas de directeur de casting qui avait des beautés de couleur, des beautés noires, des beautés asiatiques, des beautés arabes. Enfin, tu vois, c'était extrêmement compliqué parce que pour eux, il n'y avait pas de demande de la part des directeurs artistiques de prôner la différence, la diversité, tu vois. Donc, et moi, je trouvais ça la beauté d'un podium, c'est la diversité. Après, j'ai poussé les formes. Et pas que les formes aussi, je dirais même, tu vois, une Kim, où à l'époque, tout le monde l'a critiquée. Kim Kardashian. Ouais, Kim Kardashian. Et moi, j'étais avec Kanye à l'époque quand on se parlait, etc. Et quand il me l'a fait rencontrer, je lui ai dit, je l'aime, en fait, parce que c'est une femme qui est resplendissante. Vous la voyez avec ses formes et sa beauté. Voilà, mais la réalité, c'est qu'elle a révolutionné aussi la femme dans son acceptation de ses formes, de ses courbes. Et donc, moi, j'étais extrêmement fier, je suis encore. Et on s'en est toujours parlé. Je me rappelle que quand on était gamin, je lui disais, tu feras partie de l'histoire. Et elle me disait, c'est impossible. Et je lui dis, non, tu verras, tu feras partie de l'histoire. À l'époque, elle faisait pas une couverture de mode. Tu vois, elle était même pas invitée au Met Gala. Enfin, tu vois, toutes ces histoires-là. Et en fait, je suis fier. Et aujourd'hui, on en rigole encore quand on se voit. Et on se dit, elle me dit toujours, t'avais raison, en fait. Et c'est ces choses-là, en fait, qui font que, tu vois, ma campagne avec Rihanna en 2014, il n'y avait pas eu de campagne avec Rihanna avant. Donc, en fait, c'est toute cette culture-là que je voulais amener. C'était dire, on va révolutionner le monde. Ça va pas être facile. Et on va créer la Balmain Army, quoi. Des soldats qui, en fait, se battent, pas pour faire la guerre, mais juste pour accepter l'amour et la différence. Mais aujourd'hui, une Rihanna, grâce à Fenty, elle est quasiment milliardaire. Elle a mis un pied dans la mode comme personne, dans la beauté. Est-ce que tu penses avoir ta part là-dedans? Je sais pas. Ou est-ce que tu penses que c'était écrit pour elle? Je pense que c'était écrit pour elle parce que c'est une femme incroyable et qui a un talent fou. Et on parlait de résilience, et c'est une femme qui a la résilience, l'intelligence, la beauté, la générosité. Elle a été généreuse avec moi, hein. Parce que moi, je l'ai rencontrée, j'étais un gamin, j'avais 25 ans, et elle a toqué à la porte de mon studio, qui était un tout petit studio à l'époque. On parle de ça, c'était en 2013, un truc du genre, je sais plus. Ouais, et, elle a toqué à la porte, quoi, avec ses bodyguards en disant, j'ai envie de rencontrer Olivier. Et elle est rentrée dans un studio de 100 mètres carrés où on était avec toute mon équipe. Donc, c'était un truc de fou. Donc, je pense que elle a été là pour moi, j'ai été là pour elle, mais clairement, elle aurait fait son chemin sans moi, parce qu'elle est trop forte. Est-ce que j'aurais fait mon chemin sans elle? Je sais pas. C'était quoi votre dernière conversation? Refait de la musique? Non, je me suis pas permis. C'était un voguing ball à New York. Et on a dansé, on s'est éclaté. Et les conversations restent entre nous. J'aimerais que tu fermes les yeux, on va te rappeler un souvenir. C'est qu'il y a un gars qui a débarqué un jour dans ton studio et qui t'a fait écouter l'un de ses plus grands albums. Et je ferme les yeux? Ouais. Oh my God, j'adore. Je veux que tu te rappelles de ce souvenir et que tu me le racontes. Raconte-moi. Ouais, c'était un beau moment. À l'époque, il était avec Amber, je crois, Amber Rose. Et pareil, la Tokyo Studio, j'ai cette chance avec ce studio. Je ne sais pas qui est maintenant dans son studio parce qu'on n'y est plus, mais il porte assez bonheur. Il était arrivé avec Virgil Abloh à l'époque. Virgil travaillait pour lui sur la musique.
Et Kanye me disait écoute, j'adore ta mode, je trouve que tu fais un truc de malade, tu es en train de révolutionner la mode pas que française. Tu es un exemple pour beaucoup de gens et tu verras, dans quelques années, ça va changer. Et tu feras partie des gens qui ont fait changer ça. Et Kanye m'a fait écouter son album parce qu'il travaillait sur cet album, il n'était pas encore sorti. Et donc, il y avait cette chanson et il y avait une autre qui était impressionnante. Bon, celle avec Monster, avec Nicki Minaj. Et il y avait la chanson avec Jay-Z, qui est celle... Bon Iver, Bon Iver, celle de avec Bon Iver. Et c'était genre incroyable parce qu'il tapait sur les bureaux et il était trop dans le mode genre on va sortir cet album, qu'est-ce que t'en penses? Et donc on a écouté, en plus l'album je crois que c'était le premier où ça durait 50 minutes de vidéo, juste un clip. Donc en mode le new Michael Jackson. Donc c'était assez fou et c'était une super histoire. Et en fait on essayait les vêtements, je lui montrais comment je crème les vestes, je lui montrais comment on coupait les choses, je l'ai fait aller voir l'atelier. Et ouais, on a passé des soirées entières et il me faisait écouter à chaque fois ces nouvelles chansons. Et c'est comme ça que ça a démarré. Donc, je me rappelle, on cherchait dans les boîtes, tu vois, les gammes de couleurs. C'est quelqu'un qui m'a énormément aidé et qui a vraiment poussé pour que la mode change. Et qui est extrêmement légitime dans la mode. Moi, j'ai eu la chance de le voir dans son atelier travailler avec son équipe. C'est quelqu'un qui va très vite, qui dessine, qui fait ses patrons. Enfin, c'est vraiment un passionné de ça. Là, il y a une rumeur qui tourne où Kanye pourrait reprendre la maison Margiela. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est crédible ou pas? Moi, je pense que c'est crédible parce que Kanye est un génie. Et s'il y a une chose que je dois dire, c'est que Kanye a aidé beaucoup de gens pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui, dont moi. Et je pense que la mode doit reconnaître que Kanye a été un génie et que Kanye aussi a fait bouger les choses. Quel que soit tout ce qui s'est dit sur les derniers temps, etc., moi, je parle de l'artiste et je pense que cet artiste a lieu d'être, sa vision, et il a changé le monde. Enfin, je veux dire, tout le monde a porté ses sneakers, tout le monde a porté tous ses looks à hoodie, en mode Yeezy, beige, etc. Enfin, il a réellement une révolution. Et il y avait cette révolution-là qu'il a créée, mais aussi aider des talents, des jeunes talents comme moi, à être ce qu'ils sont. Il a été le soutien de beaucoup de gens. Et je pense qu'aujourd'hui, il serait temps de le rappeler à la mode que si on est là et que tu parles de moi aussi, c'est parce qu'il a été là aussi pour m'aider. Donc il mérite de prendre la tête d'une maison. Absolument. J'ai une autre question, mais on va remonter le temps, d'une autre maison qui est la maison Balmain. On va repartir en 1945. Pierre Balmain a créé cette maison et on va l'écouter en 1971. Il faut qu'un couturier ait un contact humain avec sa clientèle et qu'il voit évoluer une certaine forme d'esthétique qui correspond à une certaine forme de vie. La création n'est pas pure, n'est pas quelque chose qui se fait que sur un dessin. C'est pas vrai, une robe ne naît pas d'un dessin. C'est l'étincelle qui donne la naissance, mais la robe doit être travaillée jour après jour par le créateur sur un mannequin vivant, revu, essayé et jugé vraiment sur quelqu'un qui vit dedans. Donc il faut bien que ce qu'inventent les créateurs colle avec l'évolution de la civilisation, autrement ça ne marche pas. C'est l'incarnation d'Olivier Rousteing. Tu sais, je me pose souvent la question, qu'est-ce qu'ils pensent là-haut de moi? C'est Pierre Balmain, c'est quelqu'un qui a créé une maison après-guerre en 1945. Les gens ne savent pas, mais après la guerre, évidemment, il n'y a pas de cuir, il n'y a pas de tissu, tu ne peux pas créer tes vêtements, c'est extrêmement dur. C'était quelqu'un qui aussi a beaucoup aidé la France à l'époque parce qu'il a vécu la Seconde Guerre mondiale. Si tu connais l'histoire aussi de ses amis, de Gertrude Stein, il a vraiment aidé en sous-marin pour être voilà, ce que la France est aujourd'hui. Mais au-delà de ça, il a créé sa mode à un moment où il n'y avait pas les ressources. Donc, c'était un battant. Donc, je ne pourrais jamais me comparer à lui parce qu'il a une force après-guerre qui est remarquable et je sais pas ce que ça veut dire. Par contre, ce que je sais qu'on a en commun, c'est qu'on est témoin de notre présent et de notre futur. On est en train de créer le présent et on veut s'instaurer dans le présent. Quand il dit, voilà, je veux habiller la réalité, je veux parler aux gens, il a créé une certaine démocratisation tout en ayant un aspect couture dans la maison. Et c'est ce que je me suis toujours dit de faire. Tu as une longévité exceptionnelle, ça fait 14 ans que tu es directeur artistique de la maison Balmain. Karl Lagerfeld, lui, il est resté 36 ans chez Chanel, 54 ans chez Fendi, Yves Saint Laurent, 37 ans, Hubert de Givenchy, 43 ans, Valentino Garavani, 47 ans, Giorgio Armani, 50 ans. Wow. Est-ce que tu te vois rester chez Balmain tout ce temps-là?
sais... Ou créer la maison Olivier Rousteing? Je sais pas. Je suis quelqu'un qui vit avec au jour le jour. J'étais de barman baby et maintenant Balmain, c'est mon baby. Mais tu sais, à un moment donné, mon baby va devenir un teenager, donc à un moment donné, je vais peut-être à un moment donné devoir le laisser voler de ses propres ailes. J'en sais rien. C'est ça, et en même temps, j'ai envie de dire, c'est une relation de... Il y a beaucoup d'amour, donc tant que je peux voler avec mes ailes et créer, je pense qu'il n'y a pas de raison, en fait. Tu es quelqu'un qui travaille énormément, et on sait que la mode, c'est un métier où il y a de plus en plus de burn-out, notamment pour les créateurs. On a perdu Virgil Abloh, qui était de la même génération que toi, de la même ascension. Comment est-ce que tu as vécu sa disparition et qu'est-ce que ça a interpellé chez toi? Qu'est-ce que ça a fait changer chez toi, par exemple? Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Il y a totalement une prise de conscience. Virgile, c'est quelqu'un que, comme je te dis, je le connaissais même bien avant qu'il devienne le directeur artistique. C'était quelqu'un qui était beaucoup dans l'humain et dans l'amour. Je dirais il y a une prise de conscience sur la vie est courte. Et en fait, il faut s'éclater, en fait. Il faut vivre comme si demain était ton dernier jour. Et en plus, c'est vrai, comme tu dis, quand j'ai commencé la mode, j'ai vu des designers partir, mais qui avaient peut-être 20 ans ou, je sais pas, 30 ans de plus que moi. Mais c'est vrai que quand on se rend compte que ça, c'est ma génération qui est en train de partir, ça fait peur. Mais tu vois, il y a toute cette histoire où il y a eu beaucoup d'écriture en disant « Virgil was here ». Tu vois, et je pense que c'est exactement ça. C'est Virgile, il est encore là, il était là. Et il a laissé une énorme marque dans ce monde. Et finalement, ce que je me souhaite à moi et à tous les designers, c'est de se rendre compte que voilà, et en fait, finalement, pas qu'aux designers, mais à tout le monde, en fait, faut vivre comme si demain était ton dernier jour. Quand tu vois un Pharrell Williams à la tête de Louis Vuitton, comment est-ce que tu prends cette arrivée-là et tout ce qu'il amène? Parce que ce qui est assez incroyable, c'est que c'est quelqu'un qui t'a inspiré. Ouais. Mais s'il n'y avait pas eu des Olivier Rousteing, il n'y aurait peut-être pas des Pharrell Williams chez Vuitton, tu vois. Il y a un truc où tu as débloqué, c'est comme si tu avais ouvert la porte. Je pense que c'est donnant-donnant parce que Pharrell m'a inspiré aussi dans mes collections pendant très longtemps. Ce que je mettais sur le podium, parfois, c'était de l'inspiration purement parlée de ses dernières chansons, de son style à lui. Donc finalement, c'est aussi intéressant de voir que des personnes qui ont inspiré des générations puissent aujourd'hui être à la tête d'une maison et reprendre, en fait, entre guillemets, leur droit, de dire, en fait, vous voyez, j'ai inspiré une génération, vous avez pris des idées qui pouvaient m'appartenir, qui étaient son style personnel, et aujourd'hui, en fait, il l'exprime, et je suis fier. Après, est-ce que j'ai débloqué des choses? Tu sais, c'est l'effet papillon, tu vois, tu fais une chose, et puis après, c'est encore un autre effet après. J'aimerais qu'on parle de John Galliano, parce que lui aussi, il a connu les cadences compliquées. Il a fait une sortie de route qui lui a coûté à l'époque sa place. Après, il est venu chez Margiela. C'est un génie de la mode. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a inspiré et quel regard t'as sur lui? Je pense que John Galliano a inspiré tous les directeurs artistiques, designers, stylistes, étudiants. Son talent est hors pair. C'est quelqu'un qui, depuis Dior jusqu'à sa marque, jusqu'à Margiela, je pense que c'est quelqu'un qui a un talent qui est au-delà de nous tous. C'est une véritable inspiration. Et quand je l'ai vu chez Margiela, d'ailleurs, son dernier défilé était extraordinaire. Et j'ai pas eu la chance de le rencontrer, pour être honnête. Mais c'est quelqu'un qui m'inspire encore aujourd'hui. En tout cas, je lance l'appel. On rêve de discuter avec John Galliano. Voilà. Moi aussi, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Eh ben, on organise la rencontre, quand vous voulez. J'ai l'impression, moi, j'ai tous les gens que je connais, les filles, les garçons dans la mode, que c'est un métier de gens seuls qui travaillent ensemble. C'est des gens très seuls qui travaillent ensemble, tout le temps entourés, tout le temps dans des dîners, des trucs comme ça, mais qui sont très seuls quand ils rentrent. Est-ce que c'est mon impression ou c'est vrai? Je pense que tu as raison, mais c'est tout travail d'artiste, il y a une certaine solitude. Tu as besoin d'une solitude pour pouvoir te recharger et créer. Mais je pense que c'est pas juste les artistes, tu vois. Je pense que c'est parfois aussi le côté public de la chose. Est-ce que toi, tu es seul, par exemple? Est-ce que tu te sens seul parfois? Est-ce que tu as besoin d'être seul? Tout le temps.
Je pense que c'est ça la réalité, c'est quand tu es quelqu'un ou à la fois public, ou quand tu as besoin de créer, ou tu as besoin d'être concentré, tu as besoin d'être dans ta bulle et te recharger pour donner le meilleur le lendemain, en fait. Il y a aussi des choses négatives que tu as vécues. Tu as vécu de plein fouet la lumière et l'exposition. Tu t'es fait hijacker. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter? Alors ça, je t'avoue que j'y croyais toujours pas jusqu'au dernier moment. Je pense que c'était une blague. Et en fait, non, c'était à une semaine de mon défilé. Ma directrice de collection vient en me disant « Olivier, il y a un camion qui vient d'être détourné et volé. » Et tu sais, tu te dis, ça arrive que dans les films, ces trucs-là, tu vois. Et moi, j'adore Netflix, tu vois, donc je me regarde sur des séries ou autres, pardon, pas que Netflix. Et MyCanal, par exemple. Netflix est disponible dans les off-canal. Exactement. et en fait, non, j'y croyais pas. Et en fait, je leur ai dit, mais ils vont retrouver. Parce que tu sais, tu dis toujours, c'est impossible que ça t'arrive. Et en fait, ça m'est arrivé, ça nous est arrivé. Ben, en fait, ouais, ils ont volé 150 pièces. Ils les ont jamais retrouvées. Je crois qu'ils ont retrouvé une trentaine. Par contre, ils ont retrouvé les personnes qui ont volé. Donc, on ne sait pas où sont les pièces? Non. Je sais pas. Je sais pas. Je sais qu'ils ont retrouvé les personnes et qu'il y a eu un procès, je ne sais plus quand, mais en tout cas, ils n'ont pas retrouvé les pièces. Donc, cette collection, elle appartient maintenant à l'histoire de l'art, quoi. C'est la Dark Collection. Je sais pas à qui elle appartient, mais elle appartient à quelqu'un, en tout cas. Ouais. Mais ce qui était important, c'est, voilà, je vois toujours le verre à moitié plein et pas à moitié vide, c'est que toutes mes équipes ont bossé nuit et jour avec moi pour qu'on sorte la collection et qu'on y arrive, quoi. Là, on est dans une période où c'est la Fashion Week. Mm-hmm. Comment tu vis, toi, ces moments-là? C'est un beau moment pour Paris, pour la France, pour montrer la grandeur de notre talent, des talents les plus incroyables qui viennent aussi du monde entier, qui viennent présenter à Paris. On a quand même la chance d'avoir un pays comme le nôtre et d'avoir Paris, parce que Paris est inégalable. Et quand je vois que tout le monde vient des États-Unis, d'Asie, d'Afrique, de partout dans le monde pour pouvoir profiter du charme de Paris et des talents de tout le monde, je trouve que c'est la grandeur de la France, quoi. Pour toi, c'est une semaine de fête ou de travail intense? Les deux. Ouais. Les deux. C'est une semaine de célébration. Ouais. Et après, t'es dans quel état? Bah, tu te sens un peu vide, en fait. Ouais. Donc, tu te dis, moi, je vis dans l'adrénaline, donc je me dis, il faut absolument que j'ai une autre collection pour vivre, quoi. J'adore créer, j'adore dessiner, j'adore le stress de la mode, j'adore Ouais, j'adore, en fait. Il y a un mot qui est à la mode dans la fashion, parce que je m'y connais un peu. Vas-y, dis-moi tout. C'est la collab. La collab. Avec ouais. quel créateur t'aimerais faire une collaboration, une collection en commun? Là, Pharrell et Nigo, qui sont très amis, ont fait une collection ensemble. Je pense que si j'ai toujours rêvé de faire une collab, ça aurait été avec Karl Lagerfeld. Ça aurait été mon rêve le plus grand. Pourquoi? Parce que je pense que c'est lui qui m'a beaucoup appris dans la mode, qui est une inspiration, enfin qui était une inspiration, mais qui l'est toujours. Sa teneur, toujours je parle de résilience, sa vision, tu vois, l'ironie qu'il pouvait apporter tout en comprenant le luxe, tout en créant le luxe, casser les codes, son uniforme en lui-même, enfin j'adore. Enfin, ça aurait été un rêve. Et de vivant, de tes contemporains? C'est une très très belle question. Je peux en citer 3. J'adore Rick Owens. Je pense que c'est un génie aussi. Je l'aime énormément et j'aime sa personnalité. Tom Ford, que je trouve incroyable. Et peut-être... Bon, j'ai déjà fait une collab avec Jean-Paul Gaultier. Allez, je te donne un 3e. Non, je te donne pas de 3e. Est-ce que quand on travaille pour une grande maison comme Balmain, on est soumis à des logiques de groupe? Par exemple, il y a des maisons qui font des hôtels, des restaurants, des choses comme ça. Est-ce que toi, tu as les mêmes logiques où on te dit non, ne fais que de la mode, te prends pas la tête? Non, je pense que la force de Balmain, c'est d'être une maison qui est ouverte déjà aux collaborations dont tu parlais, mais aussi à créer ce qu'on appelle un lifestyle, c'est-à-dire qu'on crée des collections, mais on crée aussi un univers autour. Donc là, vous faites le parfum? Là, on a sorti les parfums, qui est un succès dont je suis extrêmement fier. Et on ne sait jamais, peut-être que demain, on va sortir aussi
voilà, une ligne d'hôtel ou autre. Mais les parfums, ouais, c'était pour moi une très très belle aventure. Et quand on dit on ouvre le monde de la beauté, ça veut dire qu'il n'y a pas que les parfums, il y a les cosmétiques, il y a tout ça. Donc c'est incroyable. Tu es aussi le seul créateur dont l'image est aussi connue que son logo. Et tu as même ta poupée Barbie, c'est quand même assez incroyable. Il faut la regarder, quoi. Elle est exceptionnelle. Ah oui, c'est drôle, il y a 3 ans. Ah oui, alors ça, c'était un rêve. Franchement, quand Mattel t'appelle pour dire je fais ta poupée Barbie, alors je sais, ça a l'air un peu... mais non, c'est juste incroyable. C'est quand même assez iconique. J'avoue que j'étais un peu genre... surtout en plus quand t'es gamin et que tu vois, t'es un garçon, t'as pas le droit de jouer aux poupées. Et là, quand t'appelles papa, tu dis papa, j'ai joué au foot, mais regarde, tu vois, dans ma trentaine, j'ai ma poupée Barbie. Là, je me sens un peu fier, quoi. Tu devais les cacher, les poupées, quand t'étais petit? T'avais pas le Bien droit? sûr. Bien sûr, t'imagines bien. J'ai joué au foot. Parfois, quand je rentrais, je jouais à la Barbie. Donc, c'était le truc assez cool, quoi. Et c'est quoi ton délire avec les pierres? Avec les pierres. Il paraît que t'es dingue de pierres. Ouais, je suis dingue de pierres, ouais. Les énergies. Je crois beaucoup dans l'énergie, en fait. Et j'essaie de me barricader de pierres à la maison, dans mon bureau. Je sais qu'aussi, il faut les mettre pendant certaines éclipses solaires, quand la lune est telle ou telle. Je suis pas un expert, mais j'adore les pierres. Tu vas les trouver où, ces pierres? J'aime bien chiner, je peux en trouver, tu vois, je peux en trouver des pierres sublimes à Saint-Ouen, comme je peux les trouver en rentrant d'Égypte ou de Grèce. En fait, je les trouve un peu partout, de Brésil. On a cliqué sur tes réseaux. On a cliqué sur vous, Olivier Rousteing. Et en faisant défiler votre Insta, on a vu que vous étiez actif. Très actif même, hein, avec près de 8105 publications et 9,9 millions de followers. Sur vos réseaux, Olivier, vous partagez votre univers, fait de défilés impressionnants. Et de créations toutes plus originales les unes que les autres, notamment la robe boîte de conserve. Mais aussi des demi-gants, pour quand il fait froid, mais pas trop. Des créations originales donc, qui n'ont rien à envier à votre quotidien, qu'il est tout autant. Ski avec Maria Carey. Vous prenez le métro avec Jennifer Lopez, et vu la fréquentation, c'est pas la ligne 13. Et mon préféré, vous faites tourner les serviettes avec Neymar. Et on fait tourner les serviettes. Mais sur vos réseaux, on entre dans votre quotidien. D'ailleurs, très belle poignée de porte. Mais on voit aussi que vous êtes comme nous, vous voyagez léger. Trop beau. Puis une fois arrivé en vacances, vous êtes le bon copain, celui toujours prêt pour mettre l'ambiance. Ouais, c'est marrant. En cliquant sur vous, Olivier, on a découvert vos talents de cuisinier. How do you make a difference between a zucchini and a cucumber? Et le beurre ramolli. Merde, il est pas ramolli. Faut qu'on aille chez du beurre ramolli alors. Avec votre fameuse recette de l'omelette croustillante. Bon appétit! Alors, Olivier, à côté de votre casquette de styliste, vous pensez aussi à une reconversion en fauconnier au Puy du Fou. Et même là aussi, c'est agaçant, car en fauconnier, vous vous en tirez super bien. Merci pour ce petit résumé, ouais. Voilà. C'est dément. Franchement, je pense que je sais mieux gérer un faucon qu'un œuf, quoi. Ouais. Je suis vraiment... Tu vois, j'adorais savoir cuisiner. Et en plus, ouais, je ne fais pas la différence entre les concombres et les courgettes. Enfin, tu vois, ou genre les œufs, je sais pas, j'ai du mal avec la cuisine. Est-ce que tu as envie de fonder ta famille? Comment tu peux passer d'une question comme ça à une autre? Enfin, tu vois, je sais pas. Parce que moi, j'ai l'impression que t'es toujours entouré, toujours des gens, t'es quand même très colonie de vacances. Et c'est le sentiment que j'ai, même quand je vois les images marrantes comme ça. C'est pour ça que je te pose la question. T'as quand même un truc très famille. J'ai besoin de me sentir en confiance. Et c'est pour ça que tu vois ces images-là. Après, je suis pas sûr que je suis capable. Je suis encore un gros gamin, tu vois. Donc, je suis pas sûr que je pourrais être le pionnier de ma famille pour l'instant. En tout cas, c'est un bonheur de parler avec toi. Toujours un plaisir.